informations qu'on pouvait fournir et d'aller voir autre chose que celles qui lui auraient été imposées, et une espèce de prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il est grand temps peut-être déjà de se renseigner, et par la suite, une fois que tu es bien renseigné, de pouvoir agir. Et ça, je le vois de par les gens qui sont dans la rue, qui me disaient, moi avant, je pensais pas comme ça, je faisais pas comme ça, j'imaginais ça pas comme ça. Et aujourd'hui, les choses commencent à se dessiner dans leur tête. Et sûrement que les Gilets jaunes, en tout cas, pas dans leur entièreté, mais ont participé à éveiller. J'aime pas trop, parce que ça paraît présomptueux, si tu veux, tu vois. Je peux avoir beaucoup d'ego, mais je vais pas me la péter non plus à dire on est des éveilleurs de ouf. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait gagné la guerre. Mais en tout cas, on a su, je pense, planter cette petite graine dans la tête de beaucoup d'esprits qui a fait son chemin, qui a germé et qui a permis peut-être d'autres prises de conscience, peut-être pas en s'impliquant dans le mouvement des Gilets jaunes, mais différemment sur des prises de parole en nom propre ou dans d'autres groupes d'action ou d'autres groupes de lutte. Pourquoi pas, ouais, je pourrais, ça serait prétentieux de le penser, mais je me permettrais de le faire. Je pense de par les discussions que je peux avoir dans la rue. D'accord. Je suis pas gilet jaune, monsieur Rodriguez, mais ce que vous dites, vous avez raison. Je suis pas gilet jaune, monsieur Rodriguez, mais je pense que votre combat était intéressant. Je pense pas comme vous, mais il y a des choses intéressantes malgré tout. Tu vois ce que tu veux. On n'a pas forcément la vérité. Non, mais ça a eu un impact. Part de vérité, il y a eu un impact. Mais ça. Il y a eu un impact. Léger, je pense, oui. D'accord. Est-ce que ce mouvement, pour toi, a atteint ses objectifs? Non. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans la même merde, si ce n'est pire. Qu'est-ce qui a merdé? Le manque de responsabilité de l'ensemble des gens qui vivent en France aujourd'hui. C'est facile de remettre la merde sur un groupe qui a voulu faire quelque chose. C'est facile de remettre la faute sur des groupes qui, au moins, essayent de faire quelque chose. Il y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas de conneries. Donc, à un moment donné, ce défaut de responsabilité de gens qui attendent les autres pour pouvoir faire, à défaut d'eux, d'être responsables et de devoir faire, parce que ça, c'est la question principale que je me prends tous les jours. Ils sont où, les gilets jaunes? Sous-entendu, je me défausse de ma responsabilité sur un gars comme Rodriguez ou tant d'autres dans la rue pour pouvoir, lui, aller militer, combattre et moi, tirer les bénéfices de ce que vont gagner ces gens-là. Beaucoup de gens, aujourd'hui, ont oublié que c'est une poignée d'hommes et de femmes qui font que tu puisses aller te dorer le cul au soleil chaque été. Ce qu'on appelle les congés payés. Tu vois? C'est pas l'entièreté de la France. Si tu veux un exemple concret, tu prends la bataille des retraites, la dernière. 20 millions de travailleurs, 92% de ces travailleurs sont contre cette réforme, tu n'en as que 3 dans la rue, où sont passés les 17 millions d'autres travailleurs. Pourquoi? Sûrement que les 17 se sont reportés sur les 3 millions qui sont dans la rue. Ils sont pas contents, ils en veulent pas, mais ils feront rien. Alors, c'est sûrement un problème de méthodologie, peut-être pas l'envie non plus de manifester, la crainte, je sais pas, c'est pas dans leur façon de faire, leur façon d'être. Est-ce que tu ne penses pas que ce soit culturel chez les Français, justement C'est la question que je me pose, parce qu'à un moment donné, on nous fait passer pour un peuple de révolutionnaires. J'ai l'impression qu'on nous a menti à l'école, parce que déjà, on n'a même pas fini le taf en 1789, c'est l'impression que ça me donne. À chaque fois, l'ensemble des révoltes populaires, elles viennent, elles vont, elles reviennent pas. J'ai l'impression qu'on a vécu sur une légende urbaine, tu vois, la France, c'est comme une casserole, tu vois, elle rentre en ébullition, mais elle déborde jamais de la casserole. Tu vois, et j'ai des doutes aujourd'hui, je veux penser à le croire parce qu'on nous a éduqués, tu sais. C'est même à un moment donné, si tu es capable de me dire quelle guerre a gagné la France, tu sais. Et ça, j'ai posé la question à plein de gens, dis-moi, quelle est la guerre que la France a gagnée? Alors beaucoup de gens vont parler de bataille. Napoléon. Tu vois? Mais limite pour moi, dans ma mémoire de cours d'histoire, la seule guerre qu'on a gagnée, putain, on a pris 100 ans pour la gagner, quoi. Ouais. Tu vois? Donc, et puis, tu sais, au-delà de ce manque de responsabilité sur ce qu'on pourrait appeler un phénomène de résistance face à ce qu'on nous met dans la gueule, tu regardes pendant la Seconde Guerre mondiale, le nombre de résistants qu'il y avait par rapport à l'entièreté de la population. C'est un cas d'école que j'utilise souvent. Tu vois? Donc, à un moment donné, si ces gens-là sont pas responsables de eux-mêmes, et encore pire, prennent la responsabilité de mettre des ignares et des incompétents de base, des irresponsables au gouvernement, et qui prennent non pas plus la responsabilité de les enlever derrière, qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est pas une poignée de gilets jaunes, ou 3-4 syndicats qui ont la même méthodologie depuis 40 ans, qui n'a toujours pas fonctionné, ou d'autres groupes de lutte qui sont là en train de danser dans la rue, qui vont faire qu'on va à un moment donné gagner le combat. Je te dis pas que la méthodologie gilets jaunes c'est la meilleure, preuve en est, on n'a pas réussi. Mais en tout cas, la méthodologie syndicale du Répu Bastille 14-18 heures, à crier révolution et à 18 h t'es dans le bus, ça va pas plus fonctionner, parce qu'aujourd'hui, si tu prends
un vrai syndiqué, je te parle de la base, hein, parce qu'il faut faire la différence, la base ils sont volontaires, les mecs qui sont dans la lutte, il faut les respecter pour ça, et que tu leur demandes mais dis-moi concrètement ce que tu as gagné en 40 ans de combat, si le mec il est honnête, il va te dire, s'il est correct, il te dira rien, s'il est honnête, il dira on a surtout perdu, concrètement, tu vois. Donc faut, je pense, revoir un peu les méthodologies et essayer de faire en sorte d'agglomérer un maximum de personnes. Les Gilets jaunes ne reviendront pas, hein. La Commune n'est pas revenue, mai 68 n'est pas revenu. Les Gilets jaunes ne reviendront pas en l'état tel qu'on les a connus. Ils s'impliqueront dans un autre mécontentement populaire. Ils seront bien présents, dans ça j'en ai la certitude absolue. En tout cas, les gros déterminés que je connais, ils seront bien présents. On sera là aussi pour peut-être prévenir les autres, à ceux à quoi s'attendre, parce qu'on a compris le schéma aujourd'hui aussi de ce que peut être un combat. Mais il serait grand temps aujourd'hui que l'ensemble des groupes de lutte et de combat aujourd'hui se réunissent autour de la colère, qu'on renverse la table, et les projets ils sont faits. Hein. Qu'on me dise pas ouais mais on fait quoi derrière, c'est bon, moi j'ai une mallette de 80 litres avec des archives de ouf, venez vous servir, et au pire, je vais même pas prêcher pour la parole gilet jaune comme je l'ai souvent fait, je vais prêcher pour les cahiers de doléances, si vous voulez, la vérité des désirata aujourd'hui et des besoins, et non pas de ce que veulent les Français, mais des besoins des Français, c'est-à-dire du mieux vivre, de la dignité et de la reconnaissance sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils font. Allez chercher les cahiers de doléances, les gars, vous avez la réponse, mais n'écoutez pas les gilets jaunes, n'écoutez pas les syndicats, n'écoutez pas le gouvernement, allez chercher ces cahiers. Ce que Macron s'est obstiné à foutre à la cave et ne pas travailler. Et quand je dis Macron, c'est même pas que Macron, parce que c'est l'ensemble des partis politiques qui n'ont, en tout cas, pas été chercher et creuser ce que pouvaient contenir ces cahiers de doléances. Et je vais dire un truc, il n'y a pas, parce qu'il y a des groupes quand même de citoyens et des groupes universitaires qui ont extrait l'essence de ces cahiers de doléances. Tu n'as pas un seul sujet sur ces cahiers qu'on t'impose aujourd'hui à la télé. Hein. Je veux dire, le report de responsabilité sur l'immigrant, l'étranger ou le voisin, on t'en parle pas. Hein. On va y venir. C'est que des gens qui veulent élever leur famille, manger correctement, être au travail à l'heure pour pouvoir gagner leur salaire et avoir un tant soit peu de reconnaissance pour un bon travail bien accompli. Hein. Depuis ce mouvement des Gilets jaunes en 2018, la société française a encore plus évolué par ces réformes, par ces nouvelles taxes. Qu'est-ce que tu penses de la politique d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements aujourd'hui, en 2025? Ben, j'en pense pas du bien, parce que sinon je serais pas en face de toi aujourd'hui et je me serais pas impliqué là-dessus. Et en plus, le déroulé des faits a montré qu'on s'était pas trompé non plus. Alors, fais-nous une liste de tout ce qui a merdé depuis 2018. Ben, tu as eu 3 phases de mesures liberticides. La première étant celle de nous empêcher de manifester à coût de 135 € et des lois sur tu portes le masque et tu portes pas le masque, enfin tu visage caché, pas caché. Parce qu'à l'époque c'est ce que faisaient les gilets jaunes, mettaient déjà des masques sanitaires pour empêcher d'avoir les gaz. D'ailleurs ça leur a joué préjudice parce que quand à un moment donné tu arrives au moment du Covid où tu es dans l'obligation d'avoir un masque, mais nous on n'avait pas le droit d'avoir un masque. Comment tu fais? Tu vois, t'avais 2 lois qui se confrontaient à un moment donné. Donc ça, tu as cette première mesure liberticide. Tu as la deuxième mesure liberticide qui correspond à l'article 24 de je sais plus quelle loi qui aurait empêché les journalistes, je sais plus quoi, il y avait une connerie comme ça. Puis alors l'apothéose des mesures liberticides, les restrictions sanitaires, qui là a vraiment mis un grand coup de matraque dans la gueule des Français et qui a surtout fracturé encore plus ce lien social qui était mis à mal depuis déjà des dizaines d'années en France, que les Gilets jaunes avaient su reconstruire autour d'un feu sur les ronds-points, à créer ce lien social, à se parler et de s'apercevoir qu'on a exactement le même problème et que tu sois de tel ou tel bord, de telle ou telle croyance ou de tel ou tel sexe ou j'en sais rien, bah, quand t'as la peau du ventre qui tire, bah, tout le monde a la même douleur. Ils ont fracturé tout ça, tu vois. Au-delà de ça, toutes ces réformes non voulues de la part des citoyens vivant en France, imposés par un gouvernement qui met à mal l'entièreté des services publics aujourd'hui que les Français ont besoin. D'accord? T'as plus un pélo derrière le guichet aujourd'hui à la sécurité sociale ou aux impôts. Tu peux plus, c'est que du téléphone. T'entends mal au téléphone. Tu peux pas régler les problèmes. Tu perds une journée pour aller au centre des impôts. Tu vois les écoles, elles sont foutues en l'air. C'est 3000 profs c'est 3000 postes qui n'ont pas été pourvus cette année au début de l'année, tu vois. C'est l'hôpital, hein. T'as vu aujourd'hui, tu te fais soigner dans un garage. Aux dernières nouvelles, tu vois, si t'as pas de place, tu finis au garage des ambulances avec un pieu pour te faire soigner. Je sais pas si t'as vu aux dernières nouvelles le mec à qui c'est arrivé. On en est là. Toutes ces réformes qui ont mis à mal l'ensemble des Français aujourd'hui et c'est au-delà des réformes, toute cette
inconstance à ne pas savoir gérer, de donner les clés d'une maison à des gens qui aujourd'hui jonglent avec des milliards qui sont les nôtres, alors que nous, à la fin du mois, on dribble avec quelques centimes d'euros pour pas finir en faillite, et eux nous ont mis une faillite, j'allais dire un gros mot, de dingue, et en plus on doit porter la responsabilité de leurs conneries. Je veux dire, à un moment donné, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, quoi. Et donc, est-ce que tu penses pas, sans être paranoïaque ou complotiste, que tous ces dysfonctionnements ne font pas partie d'un projet? Est-ce qu'il n'y a pas une intention derrière tout ça? Moi, ça, je laisse ce genre de discours. J'écoute, hein, je suis attentif à ces arguments qui peuvent être proposés sur une réelle volonté de... Est-ce qu'ils sont vraiment incompétents là-haut? Est-ce qu'ils sont vraiment incompétents? Mais complètement, frérot. À un moment donné, tu regardes leur CV, t'as pas un seul mec qui a bossé dans sa vie, tu lui files un marteau, il tombe. Tu vois, moi, j'ai, comment dire, l'humilité de te dire, tu me files un marteau, je vais me planter un clou si tu veux, mais eux, je suis même pas certain qu'ils sont capables de le faire. Comment tu peux recevoir des leçons de gens aujourd'hui qui n'ont strictement rien fait de leur vie à part te traiter de feignant? T'as des gens aujourd'hui qui saignent du nez, qui ont du mal à joindre les fins de mois, qui bossent comme des chiens, qui font des heures de transport en commun ou des heures de route pour pouvoir aller au boulot. Et la seule chose que trouve à dire des pélos au gouvernement qui nous mettent dans la merde, c'est que c'est notre faute et qu'on est une bande de feignants, qu'on devrait travailler plus. Mais alors pourquoi on choisit des incompétents pareils? Mais c'est ça la réelle question. C'est un des points d'interrogation qui me manque. J'en reviens à la responsabilité de mettre des gens au pouvoir et de ne pas prendre la responsabilité de les enlever. Parce qu'on peut se tromper. Hein, on peut se tromper. Hein. On n'a pas choisi la bonne personne, ça arrive. Hein. Et des fois, tu vas te marier avec quelqu'un, si t'es pas la bonne personne, tu divorces. On peut se tromper. Et on ne le fait pas. On ne le fait pas. Moi, j'aimerais te dire, j'aimerais te donner une réponse. Maintenant, s'il y a un éventuel projet... ouais, peut-être basiquement, les riches toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Et faisons en sorte que les pauvres enrichissent les riches. D'accord. Donc, la France va toujours plus mal. De plus en plus mal. C'est de façon exponentielle. C'est le vieux monde. Ouais. Pour toi, quelles sont les solutions pour inverser la tendance? J'ai pas de solution. Moi, personnellement, j'ai pas de solution. Est-ce que tu penses l'ensemble des citoyens français aujourd'hui ont la solution? L'ensemble des groupes de lutte associatifs ont la solution. Moi, je suis pas là pour apporter la solution. Moi, je suis là pour faire le passage à ceux qui ont la solution. Moi, je suis un mec du terrain, je suis un mec de la rue. Et il y a les penseurs qui sont derrière. Et ces penseurs-là, ils attendent là. Ils attendent que des gars comme moi et d'autres se mettent en branle pour leur laisser la place. Une fois qu'on aura nettoyé le terrain, nettoyé la table, remis des chaises et que tout le monde s'assoit autour de cette table et de pouvoir discuter de ces différents projets. Moi, mon seul rôle, mon premier rôle, c'était d'être acteur témoin du mouvement et de faire la place à ces gens-là et d'essayer de mettre en lumière ces gens-là, ce qu'ils ont à proposer. Mon second rôle, si ça avait fonctionné, c'était d'être le chien de garde, que ces choses-là puissent se faire derrière et qu'on puisse avoir ces choses-là. Qu'est-ce que tu vois, ceux qui voulaient aller en politique, allez en politique. Répondez aux sirènes de la République si vous voulez. Mais nous, on sera là, derrière, en tant que chien de garde, à voir ce que vous faites. Quand je dis vous, c'est potentiellement des gilets jaunes. Parce qu'à un moment donné, la question aurait pu se poser. Pourquoi pas aller chercher l'Assemblée? Très bien, allez-y. Mais il y a encore des Rodriguez et d'autres mecs comme moi derrière qui vous laisseront y aller, mais faites une connerie, on vous fera rappeler d'où vous venez. Tu vois? C'est à nous de nous impliquer. C'est les groupes citoyens. Et j'en reviens au cahier de doléances. Si tu veux la solution, si tu veux un projet concret, essayons d'aller chercher ces cahiers de doléances, d'en extraire l'essence même et de mettre ça sur la table pour l'ensemble des Français, vu que c'est leur désirata à eux. Moi, c'est pas ce que moi je veux qui est important. Tu penses que l'ensemble des gens ont besoin. Tu penses qu'on n'écoute pas les Français? Qu'est-ce que tu penses de la démocratie aujourd'hui? Ben, elle est foutue en l'air. Alors, on n'est pas dans une dictature. Hein. Je sais que j'entends dictature. Tu sais, moi, je suis d'origine portugaise. Quand tu discutes avec des Portugais qui ont connu la dictature jusqu'en 75, si tu pouvais pas dire le mot dictature au Portugal dans un café, nous on peut encore le dire si tu veux, d'accord, il t'arrivera rien. Mais on est sur une dérive autoritaire, quelque peu fasciste, même limite fasciste capitaliste, c'est-à-dire que c'est le capital qui nous écrase aujourd'hui, d'accord, ce capital à outrance, tu vois, qui en impose, c'est lui qui nous appauvrit, c'est lui qui nous fait du mal, c'est lui qui veut faire de, par exemple, la santé un business qui ne devrait pas être, tu vois. C'est contre ça qu'on devrait combattre au final, tu vois. Et si tu essayais de te projeter à 2030, 2035, dans 10 ou 15 ans, tu la vois comment, cette France? J'ai 60 berges.
Tu la vois comment, la France? Les Français, la démocratie, la politique, le gouvernement, Je sais la pas, santé, je peux pas, l'éducation. je suis pas devin, je peux pas te dire comment je peux la voir, je pourrais te dire comment je ne voudrais pas la voir. J'ai beaucoup de gilets jaunes qui parfois venaient me voir avec leurs enfants et qui me disaient « T'as vu Jérôme? Un futur révolutionnaire. » Non. J'ai pas envie qu'il lui arrive la même chose qu'à moi. Autant soit-il que je sois révolutionnaire, encore faudrait-il que je le sois. Mais je voudrais pas qu'il lui arrive la même chose que moi. Moi, je voudrais qu'il profite de ce que nous avons gagné. Donc, ce que je voudrais pas voir, c'est nos enfants sur le terrain de la rue à manger exactement la même chose qu'on a pris parce qu'eux vont prendre encore pire que nous, parce qu'ils se professionnalisent encore plus sur la répression et de faire en sorte que les mouvements de lutte n'émergent pas. Mais alors du coup, est-ce que la révolution va devoir continuer encore pendant des années, ou est-ce que... Il n'y a pas de révolution. Aujourd'hui, il n'y a pas de révolution. Le problème de la révolution, c'est que ce qu'on nous a appris à l'école, ça connote forcément le sang. La révolution, je suis pas d'accord avec toi, je prends ma fourche, je vais buter ta mère. T'es prêt pour ça? Alors comment on peut... C'est ça qu'il faut se dire. Tu sais, aujourd'hui, tu prends mon cas et tu prends le cas des autres mutilés. Ok? Je vais faire un paradoxe, même si l'histoire n'est pas la même. Tu prends les révolutions d'Ukraine de la place Maïden. Ok? Ben, il y avait un mec, un barbu, limite, tu prends sa gueule, limite, il me ressemble un peu. Ils l'ont buté. D'accord? Quand tu butes quelqu'un dans un mouvement populaire ou dans un mouvement de mécontentement, t'en fais un martyr. Les martyrs, tu les enterres. Mais comme tout bon vivant que nous sommes, les morts, on les oublie, la vie continue pour nous. On va se rappeler de lui un an après, on va commémorer sa mort, on va faire un petit truc si tu veux. Nous, c'est plus vicieux. On nous a laissé la trace sur le visage. Le mort, tu l'oublies. Nous, on n'oublie pas. Moi, je n'oublie pas. Et tous ceux qui me regarderont un jour n'oublieront jamais ce qui nous est arrivé. Et il va se passer deux choses. Soit tu vas donner du courage à certains, oh putain, lui, il a des couilles, j'y vais. J'en ai plein qui m'ont dit, ah, moi je continue à y aller, attends, si Rodriguez s'il y va, j'y vais. Et il y en a plein, ah non, moi j'y vais plus là. Et je comprends, j'entends. La peur, on ne peut pas juger la peur. On ne juge pas les gens qui ont peur. Tu vois? Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, si tu veux, pour arriver à une révolution concrète, si encore on connaît la définition même du mot révolution. Révolte peut-être, mécontentement, débordement. Tu vois, il y a plein de mots, insurrection, il y a plein de choses. Bien sûr. Bien sûr. Bon, toi... Parce qu'on me dit, ouais, il faudrait que les magasins soient vides. Ah, mais le jour où les gens... C'est une forme de révolte. C'est une forme de révolte. Ouais, mais si le jour où les magasins sont vides, il sera trop tard. Parce que tu sais, à un moment donné, je faisais pas confiance au film, mais quand je vois ma vie, ce qui m'est arrivé, et que tu te dis, il y a des choses qui y ressemblent, généralement, dans les films, quand il commence à plus rien avoir à bouffer, ça se passe très mal quand même. C'est chacun pour soi, et pousse-toi de là que je m'y mette. Ok. Donc toi, au niveau personnel, aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens professionnellement dans ta vie perso, sans rentrer dans les détails? Est-ce que toute cette période, tous ces événements ont eu un impact sur ta vie d'aujourd'hui? Et si oui, est-ce que tu t'en remets? C'est compliqué, c'est très compliqué. Ça t'a coûté cher? Ça m'a coûté très cher. Très cher. J'ai pas envie de toucher la corde sensible, je te le dis. Non, mais c'est pas ça, c'est que l'image médiatique qui a été donnée de ma personne n'est pas du tout vraie pour la majeure partie des choses. Quand on me dit que je suis un assisté, alors j'ai fermé plusieurs gueules à sortir mon CV et à sortir mon parcours professionnel. Ça c'est très compliqué que d'être traité de feignant ou d'assister ou de mec à profiter de quoi que ce soit. Non, j'ai un parcours de 20 ans, j'ai étudié, j'ai principalement travaillé 15 ans dans le jouet. Tu vois, je suis beaucoup plus calé en Barbie et en Playmobil qu'en Révolution quelque peu. J'ai été responsable du plus grand magasin de jouets sur Paris, par exemple, tu vois, pour donner un ordre d'idée, pour fermer quelques bouches. J'ai commencé à bosser, j'avais 15 ans. Ma première fiche de paye, j'avais 17 ans. Et donc, puis je suis aussi d'origine portugaise, donc j'ai un père qui m'a mis au charbon quand même assez tôt, et qui m'a inculqué les valeurs du travail. Donc toute cette image médiatique qui a été donnée de moi, c'est très compliqué pour retrouver du travail, chose que je peux comprendre. J'ai fait du recruiting, je pourrais avoir un mec en face de moi qui me ressemble, je pourrais me poser la question si je le prends ou si je le prends pas. Donc je peux comprendre là, mais avant
avant d'imaginer, laissez-moi vous expliquer, et vous verrez que c'est pas du tout la personne qui a été décrite dans les médias. Je suis pas non plus là à foutre la merde dans toutes les boîtes où je rentre ou quoi. Ok, c'est pas du tout. Quand il y a un travail, je travaille. Donc ça, c'est compliqué. Familialement parlant, comme j'ai fait de la merde, à beaucoup plus donner mon temps au mouvement et aux personnes qui composaient le mouvement et peut-être pas forcément faire le bon choix. Ça aussi c'est très compliqué, on va pas se mentir. Et puis voilà, j'ai passé des... Alors ça les gens m'avaient prévenu, mais en soi c'est pas ce qui me gêne le plus, j'ai passé beaucoup de moments très entourés, et aujourd'hui je connais de grands moments de solitude, mais bon, c'est pas ce qui me dérange le plus. Ça m'a permis de beaucoup réfléchir et de me remettre aussi en question et de faire aussi le bilan de ce que j'avais vécu et aussi le bilan des Gilets jaunes. Et donc j'essaye de remonter la pente quelque peu. Faut donner un ordre d'idée, tu sais, j'ai perdu pratiquement les 3/4 de mon pouvoir d'achat. Voilà. Alors, j'ai eu j'ai bien gagné ma vie, j'ai eu des fracassages au sol, des accidents de vie comme on appelle. Donc j'ai eu l'habitude de ça, mais c'est vrai que c'est très compliqué de vivre avec peu comme j'ai jamais eu l'habitude de vivre. Mais on s'habitue. Ouais. On apprend au final, c'est un mal pour un bien, parce que tu apprends à t'apercevoir que tout ce qu'on nous met, t'as plein de choses, tu vis très bien sans télé. Tu vis très bien sans télé. Il y a 2-3 trucs que tu peux pas vivre sans. Un frigidaire, une machine à laver, c'est compliqué, on va pas se mentir. Mais tu vis très bien sans télé, quoi. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, ça vaut le coup de rester en France ? Ou est-ce qu'il vaut mieux s'arracher ? Comment tu juges les gens qui quittent la France par désespoir ? Tu sais quoi, j'ai eu la chance d'aller travailler 1 an en Espagne, à Madrid. Ils travaillent beaucoup plus, ils sont beaucoup moins bien payés qu'en France en tout cas, mais ils ont une putain de vie. Et donc tu te poses la question ? Non, c'est pas que je me pose la question. C'est que je me dis, moi j'ai jamais été dans l'optique de partir. D'ailleurs, on m'avait même proposé de partir définitivement en Espagne et puis par la suite au Portugal, dans un schéma de parcours professionnel. Je peux comprendre, ouais, partez. Tu sais quoi, je vais en Espagne, pourquoi ? Parce que la branche espagnole de ma société pour laquelle je travaillais en France fait beaucoup plus de thunes qu'en France. C'est de l'ordre de 1 pour 15. Tu vois ce que je veux dire ? Donc on se dit, putain, l'Espagne, ils ont un truc. Donc Rodriguez, tu vas aller là-bas, tu parles espagnol, tu vas te former, ils vont te former à la méthodologie de vente espagnole, puis tu vas venir former les Français derrière, tu vois. Et puis au bout d'1 an, je reviens et je leur dis, mais c'est pas possible. Ben pourquoi ? Parce que tu vois, à l'époque, je faisais de la conception de boutique, c'est-à-dire tu vas devenir vendeur de chaussures, je te fais ta boutique. En Espagne, tu vends une boutique 3000 balles, les mecs vont te la fabriquer pour 800 € en 24 heures. D'accord ? En France, tu vends une boutique 3000 balles, elle va te coûter 5000 balles à monter. Et en plus, en Espagne, on va beaucoup plus te la personnaliser, en France, on va te la Ikeaiser. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le coût du travail, c'est pas pareil. C'est mort. Alors, il y avait quelques méthodologies que j'ai pu, moi, surtout sur la personnalisation, parce que ça, c'est aussi un schéma de vente que les gens n'avaient pas compris, mais ça, c'est hors sujet. Mais en France, on était beaucoup sur le client roi. Moi, il y a 20 ans, j'ai travaillé pour Disney sur ma formation, et on nous apprenait déjà le client moi, la personnalisation du client, savoir personnaliser. Chacun veut sa petite paire de baskets personnelle, sa petite machin, sa petite touch, tu vois ce que je veux dire ? Ça, en France, on sait pas faire, très Ikeaisé. Ça commence à venir sur le qualitatif service client, si tu veux. Et ça, donc, bon, tout ça pour revenir à te dire que si les gens ont la possibilité de partir par rapport à moi, l'expérience que j'ai vécue en Espagne, même si je travaillais comme un chien, parce qu'ils ont signé du nez quand je leur ai envoyé les heures sup, si tu veux, parce que là-bas, les mecs sont à 40 heures. Attends, je leur ai envoyé 52 heures d'heures sup, ils ont signé du nez la boîte pour laquelle je bossais. Limite, ils étaient pas, parce qu'on ne peut même pas dépasser les 48 en France. Et je dis, hey, ici ça bosse, les gars, on bosse. Mais la vie, j'allais dire la vie de ma mère, tu ne mettras pas ça, mais je vivais bien, c'était bien. Tu vois ce que je veux dire ? Tu bosses comme un chien, mais à 18h, tu vas prendre un petit coup comme vivent les Espagnols, tu vois, parce qu'il a fait tellement chaud la journée que l'après-midi, il n'y a pas un pélo dans la rue, mais le soir, c'est vivant, tu vois. Alors, peut-être que aussi j'étais quelqu'un qui découvrait, mais si les gens la possibilité. Tu sais, moi, je vais te dire un truc. Certaines communautés, surtout les communautés africaines, du nord au sud, où on te dit que l'Afrique, c'est le pays le plus émergent, avec un taux de croissance pratiquement à hauteur de 13%, qui est celui le plus haut du monde.
Mais les mômes, là, prenez les études en France, prenez vos langues paternelles ou maternelles et barrez-vous au pays faire vos couilles en or, quoi, là-bas, quoi. Bah ouais, parce qu'en France, c'est mort, tu peux pas faire de business. Ouais, donc Déjà, si tu gagnes 100 balles, t'as filé 60 balles à l'État, tu les as même pas gagné les 100 balles. Donc très peu d'espoir pour nos enfants en France, finalement. Ben dans l'absolu, ça, en tout cas, en l'état actuel, c'est chaud, c'est compliqué. Et puis en plus, on est le vieux monde, on n'a plus d'industrie, on n'a plus rien. On est le vieux monde, les gars. À un moment donné, il faut se rendre compte qu'on est le vieux monde. On s'est fait croquer à 90% pour la Chine. Je sais de quoi je parle, j'ai travaillé dans le jouet. Tu vois on est des pignoufs, on nous fait croire des légendes urbaines, qu'on est, ça je pense que c'est même un des principaux cancers de la France, nous faire croire qu'on est les champions du monde dans tout. Je te garantis que j'ai pris le TGV en Espagne, c'est encore mieux qu'en France. Ils roulent à 300, t'as un qualitatif service de ouf là-bas. Les hôpitaux, moi je connais bien l'Espagne, les hôpitaux sont nickel. Ça, je peux pas te dire, j'ai pas eu la chance d'être malade, entre guillemets. Non, mais tu prends l'exemple de ma mère qui, comme je te l'ai dit, communiste, donc la sacro-sainte sécurité sociale. Ma mère est partie vivre au Portugal, elle est passée à la sécurité sociale portugaise. Je l'ai regardée, j'ai dit, elle m'a dit, c'est la même merde. C'est la même merde. En France, on nous fait croire qu'on a le meilleur service de santé. L'argument terrible qui nous permettra de mettre à mal la sécurité sociale, sur la merde qu'on a déjà aujourd'hui, on nous fait croire qu'on est encore les meilleurs du monde, alors qu'au final, dans des pays, c'est exactement la même chose. T'as du pognon, t'es soigné très vite, t'as pas de pognon, ça dure un peu plus longtemps, et t'as moins de chances d'être soigné. Voilà, c'est partout pareil. Bon, je te parle pas des États-Unis, c'est différent, certes, mais en tout cas, on n'est pas les champions du monde dans tout. Hein. La gastronomie, on est les 8e au monde, alors qu'on est censé avoir les meilleurs chefs du monde. Ça faisait 16 ans, on n'a jamais gagné le meilleur pain au monde. Il y a plein de trucs où on nous fait croire qu'on est les champions du monde. Ça se dégrade. Alors que non, on l'a été. Tu sais, le problème du champion du monde, c'est que derrière, il y a les challengers. Et si tu continues pas de bosser, les challengers, ils viennent te manger. Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, avec la bande d'incompétents qu'on a, on s'est fait bouffer. Tout simplement. Au-delà du champagne, du foie gras, on a quoi? Tu vois? Ah, les Doliprane, c'est pas important, les Doliprane, c'est pas important, Doliprane. Tout le monde a voulu nous dire que c'était pas important. Parce que les Américains, ils achètent un truc qui est pas important, non? Non, parce qu'on a toujours pas compris qu'un Américain, quand il met $1 sur un queutru, c'est quand même pour en retirer 4, quoi. Ah oui, mais alors justement. Je comprends pas, c'est quoi l'argument? Justement, tout ce patrimoine culturel, industriel qu'on avait, on s'en débarrasse depuis quelques années. On a tellement, limite, au-delà du projet que certains peuvent imaginer qu'on veut vendre du je ne sais trop quoi, on a tellement des branquignoles au gouvernement qui nous ont mis 3000 milliards de dettes. Qu'est-ce qu'ils font comme dans toute bonne famille? On va vendre des bijoux de famille. Et après, il ne reste plus rien. Forcément. Les mecs, ils sont tellement à l'arrache, ils ont tellement fait n'importe quoi avec notre argent, qu'à un moment donné, ils vont tout utiliser pour peut-être rembourser ce que l'on doit, sauf qu'on ne sait même pas à qui on le doit, ce pognon d'ailleurs. Tu vois? C'est pas clair. C'est ça, c'est à un moment donné, t'as pas d'argent pour faire tourner la sécu ou les hôpitaux ou l'enseignement. Tu revends, je sais pas moi, le budget de l'éducation nationale, c'est 40 milliards. Tu revends 15 milliards la FDJ, bon ça va, tu peux encore payer quelques profs. Tu vois, pour faire simple, hein, c'est plus compliqué, on va dire. Pour faire simple, tu vois, on en est là aujourd'hui. Les mecs, ils ont tout ruiné, plus d'industrie, plus rien. Et donc, on n'a plus rien à vendre. On n'a plus rien à vendre et les autres pays ne nous achètent pas. Ou alors, ils nous prennent. Donc, ils vendent ouais, comme tu dis, un moment. Explique-moi, en 76, d'accord, aujourd'hui, on est technologie 2024, machin, patin couffin. En 76, tu prends une centrale nucléaire, tu mets 5 ans à la fabriquer, ça te coûte 1 milliard d'euros. Ils ont mis 27 ans à construire un EPR pour je sais pas combien de milliards de ouf. Tu vois la technologie aujourd'hui. On était les champions du monde du nucléaire. Elle est partie où notre compétence? Elle est passée où cette compétence? Non, on n'a pas formé les mômes à souder du nucléaire. Aujourd'hui, c'est des Américains qui prennent $1500 pour venir nous souder les trucs. On était copiés par tout le monde nous espionnait, on était les champions du monde. Ouais, champions du monde, on s'est fait manger. Et aujourd'hui, le matériel, non seulement il se casse la gueule, parce que les centrales vont pas bien, hein, le parc va pas bien, et on n'a plus rien, on n'a plus rien. Ouais, c'est clair. Tu vois, moi je veux bien parler de projet, mais en soi, moi je dirais plutôt, ouais, les mecs ils ont pas su gérer, et ils nous vendent le matos parce qu'il nous reste que ça. Espérons que ça va changer la prochaine fois. Ouais, enfin moi l'espoir, j'y crois pas. Hein. Ouais. L'espoir, si tu reprends la mythologie, c'est rester dans la boîte à Pandore. Moi, je crois en désespoir. Est-ce que tu penses que le désespoir, l'énergie du désespoir te fait gagner des guerres? Est-ce que tu penses... Alors déjà, est-ce que tu crois en la politique? Est-ce que tu penses qu'on est en train d'en faire? Est-ce que tu penses qu'il y a un candidat, alors sans faire de militantisme, est-ce que tu penses qu'il y a un candidat ou un groupe politique qui est honnête et qui veut vraiment du bien à la France?
Ou est-ce que tu penses qu'ils mangent tous dans la même gamelle et qu'il n'y a rien à en tirer? Alors actuellement, la gauche fait élire Macron. La droite travaille avec Macron. Et l'extrême droite maintient Macron en place. Ça te donne le topo. C'est clair. Voilà. Tu vois quelque chose là-dedans? D'accord? Moi, je suis de gauche. Je vote à gauche. C'est pas la lutte des classes aujourd'hui. C'est la lutte des places. Je vais prendre cher, hein. On fout. À un moment donné, on se remet en question, on fait les choses. On pense ses couilles. D'accord? Mais avant d'être de gauche, je suis gilet jaune. Et mon premier combat, c'était de dégager Macron. Ça fait plusieurs fois qu'on a l'occasion de le dégager. Au-delà des légendes urbaines que c'est moi qui ai demandé à ce qu'il soit réélu. Mon premier combat, c'était de le dégager. On a eu plusieurs fois l'occasion de le faire, et à chaque fois, on vient nous emmerder avec un barrage républicain, à défaut de le dégager. Alors, si l'ennemi de la gauche, c'est l'extrême droite, l'ennemi de la gauche, c'est aussi Macron. Et qu'à défaut d'en avoir un contre qui se battre, on s'en prend deux. Okay. Donc, à un moment donné, moi, on est tous cocus. Et là, au pire, je parle aux gilets jaunes. Je parle même pas pour les autres, parce que chacun fait ce qu'il a à faire, mais je parle aux gilets jaunes, de gauche comme de droite, de ceux qui votent Mélenchon comme de ceux qui votent Marine Le Pen, vous êtes tous cocus. Mélenchon, quand je dis Mélenchon, c'est la gauche, cette gauche-là a fait passer Macron, et cette droite-là, elle maintient Macron. Si vous êtes gilet jaune, ni l'un ni l'autre, vous n'adhérez. Parce que notre premier combat, c'était de dégager. Si les gilets jaunes ont réussi à faire quelque chose pendant leur mouvement, c'est quand même de mettre un petit caillou dans la chaussure de Macron qui l'a empêché de sprinter. Parce que grâce à nous, on l'a retardé dans son projet, si projet il y avait, au moins de quelques années. Parce qu'une fois que nous on s'est éteint, il a déroulé le mec. Hein. Plus personne pour l'arrêter. Hein. C'est vrai. Ouais, on peut nous dire ce qu'on veut, mais le mec on l'a détendu quand même, quelque peu. Hein. Et dès que ça parle de gilets jaunes, hein, ça claque des dents, ça cogne des genoux. Hein. Ils sont pas bien les mecs. Hein. On a au moins ça. Ok Jérôme, je te remercie pour cette interview, c'était très intéressant. De rien.